Mesdames et messieurs, bienvenue en ces lieux. Et je suis très heureux de pouvoir, par ces quelques mots, ouvrir ce colloque. Je salue la présence de Madame la ministre de la Culture de la Syrie et de Monsieur l'ambassadeur et de Monsieur le vice-ministre avec lesquels je me suis longuement entretenu ce matin sur la situation qui est réservée en Syrie, non seulement au patrimoine, mais aussi à la culture vivante, à beaucoup d'autres choses. Et nous allons essayer d'accentuer avec le Quai d'Orsay, avec le ministère de la Culture, nos actions de coopération. Et l'IMA apportera aussi sa contribution. C'est un colloque important et vraiment, je remercie profondément ceux qui en sont les initiateurs. Du côté de l'IMA, vous-même, Monsieur Zabal, du côté du Louvre. Et hier encore, je m'en suis entretenu avec Monsieur Martinez, le président du Louvre, à l'occasion de l'ouverture officielle de la présentation de la collection nouvelle d'Abu Dhabi. Je pense que c'est extrêmement important que nos deux maisons, si j'ose dire, le Louvre et l'Institut du monde arabe, puissent coopérer sur de tels sujets. D'ailleurs, grâce à vous déjà, nous avons, sur un sujet qui n'est pas sans rapport avec la Syrie, grâce à vous, une exceptionnelle exposition qui dure encore quelques temps, puisqu'elle a eu un certain succès, nous l'avons prolongée, qui porte sur la déesse Ishtar, se déroule dans le musée. Et ce qui m'avait beaucoup impressionné, et je veux vous en remercier, ainsi que le directeur de la bibliothèque, je ne sais pas s'il est avec nous ce matin, plusieurs colloques ont eu lieu, et au Louvre et ici, et qui ont obtenu un très grand succès. Aujourd'hui, notre action, votre action est tournée vers le passé, à l'évidence, le patrimoine, mais aussi vers un terrible présent et vers le futur. Le patrimoine syrien en péril. Ce colloque s'inscrit dans une série de manifestations de soutien à la Syrie que nous organisons, une exposition d'art contemporain organisée avec l'association Démocratie entraîne en Syrie, et l'ouverture se fera, je crois, aujourd'hui, l'inauguration officielle le 23 mai, un colloque sur les réfugiés syriens le 20 juin prochain, organisé en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Le patrimoine syrien est le patrimoine de la Syrie. Il est aussi un patrimoine de l'humanité. Et je ne sais pas à vous, éminents spécialistes, que je vais apprendre que toutes les grandes civilisations ont été à un moment ou à un autre présentes ou parfois ont pris racine sur le territoire de la Syrie avant même que la Syrie n'existe en tant qu'État. Mésopotamie, Grèce, Rome, Byzance, Arabe ou Arabie. Mais ces grands courants représentent, ces grandes civilisations représentent des grands tournants qui ont marqué l'évolution de l'humanité. Des courants profonds. Sédentarisation, la naissance des écritures et de l'alphabet en particulier, l'État et l'urbanisme, les religions monothéistes et tant d'autres choses que la terre syrienne, ou qui devint plus tard la Syrie, a fait naître, préservé, perpétué et engendré. Depuis 3 ans, mais vous en parlerez tout à l'heure et vos informations seront très précieuses. Depuis 3 ans, ce patrimoine est atteint, parfois gravement atteint, par des destructions liées notamment au combat, à des pillages, à des vols. Et le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé en juin 2013 de classer tous les sites syriens disposant d'un label UNESCO
sur la liste du patrimoine en péril. Il y a plus que jamais urgence à agir pour tenter de préserver ce qui peut l'être. Et aussi, gardons au coin du cœur un peu d'optimisme, même si la situation continue à se dégrader, pour préparer le jour J, le jour où la lumière réapparaîtra et où il faudra construire ou reconstruire une série neuve et pacifique. Vous le savez, notre pays a toujours été très présent. J'ai eu l'occasion dans le passé de le constater avec admiration. Notre pays a toujours été très présent en termes de fouilles archéologiques en Syrie. Et notre pays, donc, a le devoir d'agir, de faire ce qui peut être fait. Et vos propositions, là, seront très utiles. Comment nous pouvons, de quelle manière, et je m'engage à partir des remarques qui seront faites ici, à en saisir le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, le président de la République, M. Hollande, ou le Premier ministre. Car vraiment, ce serait une bonne chose si de vos travaux pouvait sortir non seulement une prise de conscience plus forte, mais aussi des propositions d'action que nous pourrions tenter d'entreprendre en tant que pays, en tant que France, mais aussi en liaison avec nos partenaires européens ou avec d'autres pays. Un mot peut-être, mais vous l'évoquerez sûrement dans vos travaux, quand on dit le patrimoine syrien, ou quand on dit tout simplement le patrimoine syrien, ce qui vient évidemment immédiatement à l'esprit, c'est le patrimoine monumental. C'est Alep, c'est tous les grands sites syriens, je dis Alep parce qu'Alep a subi de graves destructions. Mais c'est aussi, et j'en parlais hier avec un certain nombre d'amis, c'est aussi le patrimoine écrit. Les livres de la Bibliothèque nationale de Damas, dite Bibliothèque Assad, le patrimoine cinématographique. Je pense aux films conservés ou pas conservés par l'Office national de cinéma. C'est aussi le patrimoine immatériel, comme les savoir-faire artisanaux syriens, qui sont eux-mêmes en danger. Et puis au-delà, mais on ne peut pas aborder tous les sujets, c'est, je dirais, l'imaginaire syrien de ce peuple qui a toujours été tourné vers l'art, vers la culture, qui se trouve atteint par cette violence inouïe, mais aussi par des actes de terrorisme. Bref, le sujet que vous abordez aujourd'hui est immense. Alors, on entend bien qu'il y a des urgences plus grandes que d'autres. C'est à vous de nous dire de quelle façon nous pouvons traiter ces sujets. Vraiment, c'est avec beaucoup de reconnaissance, une infinie gratitude, que je remercie le Louvre, avec qui nous sommes maintenant associés sur beaucoup de sujets. Encore là, à l'exposition, peut-être que vous pourriez la faire visiter à nos amis à la fin de la journée. Ils sont naturellement les bienvenus à l'exposition sur le pèlerinage de la Mecque, ce merveilleux Rubens que vous avez eu la gentillesse de nous prêter, qui représente Abraham, et donc à partir de là, toutes les filiations et les entremêlements des croyances monothéistes, et qui est un des clous de cet événement. Et nous préparons avec vous, pardon d'élargir, un événement très important qui aura lieu sur le Maroc à la rentrée prochaine, et qui liera étroitement le Louvre et l'Institut du monde arabe, le Louvre se centrant sur le Maroc médiéval, pardon, et l'IMA se centrant sur le Maroc contemporain. Pour l'heure, nous sommes en Syrie. Notre pensée est avec vous, tous les spécialistes, tous les archéologues. J'ai lu toute une série d'articles, notamment il y a eu un excellent papier de M. Christophe Ayad il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il sera parmi nous aujourd'hui. Ah, il est là. Alors, salut
à monsieur. Mais oui, il est là. Mais, je ne sais pas si vous venez maintenant ou plus tard, je vais vous laisser la place. Et ce papier disait déjà beaucoup de choses passionnantes sur la situation du patrimoine syrien. Bref, j'arrête là. Merci. Et surtout, sachez que si nous le pouvons, nous sommes décidés à agir et que vos conseils, vos propositions, vos remarques sont les bienvenus et seront utilisés pour protéger le mieux que nous pouvons ce patrimoine admirable. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer la parole à Sophie, sans qui cette journée n'aurait pas pu se faire. Donc, elle va vous présenter un petit peu l'idée et la logique de cette journée. À toi la parole. Merci François. Tout d'abord, quelques mots de remerciement effectivement à Monsieur Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe, et à l'accueil qui nous est réservé dans le cadre de ces actions que nous essayons de mener autour de la Syrie, de son histoire, de son archéologie et aussi de son patrimoine. Merci à François Zabal aussi de tout ce travail réalisé autour de cette programmation d'aujourd'hui. Et merci surtout à nos amis syriens d'être là aujourd'hui. Autour de moi, plus précisément ce matin, Michel El-Malekissi, qui va vous parler du patrimoine syrien, de ses enjeux, et Chermous Ali, qui lui va plutôt vous présenter l'état actuel des dégradations que subit ce patrimoine. La journée a été composée en 3 parties principales. Une première, ce matin, où nous allons donc vous présenter un état des lieux général avant 2011, depuis 2011, ainsi qu'un état des lieux d'un patrimoine très particulier, rarement pris en considération jusqu'à présent, le patrimoine immatériel, avec Jacques Montluçon qui est ici au bout de la table à ma gauche. En première partie d'après-midi, nous évoquerons les actions qui sont menées actuellement, les actions menées soit par l'UNESCO, soit par l'ICOMOS, que nous accueillerons, et les actions qui seront peut-être rappelées soit en début d'après-midi, soit tout à l'heure, nous allons voir les actions qui sont menées aussi par la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie, très courageusement actuellement sur place. La fin de la journée sera consacrée à une table ronde où nous verrons justement la manière dont un certain nombre d'experts, ceux qui le souhaitent, pourraient entourer nos amis et collègues syriens pour préparer cet avenir que nous espérons très prochain. Je vous remercie. Merci François. Je voudrais juste rajouter une petite idée, pour préciser un peu quelle a été notre démarche dans la préparation de cette journée. Hier, je lisais un rapport de l'ONU sur la situation économique de la Syrie. Selon ce rapport, si aujourd'hui la guerre s'arrêtait, avec un taux de croissance de 5% théorique, il faudra attendre jusqu'à 2030 pour se retrouver dans la situation de 2010. Cela si tout s'arrête aujourd'hui. Bon. Les autres chiffres qui sont fournis dans le rapport sont aussi effarants que celui-ci, vous en doutez, c'est-à-dire le taux de chômage, le niveau de vie. Il y a 50% de la population qui est au-dessous du seuil de pauvreté. Il y a 4,5 millions qui sont extrêmement pauvres, d'après les critères de l'ONU, etc., etc. Tout cela pour dire combien l'urgence de réfléchir sur ce qu'on doit faire aujourd'hui, et non pas, je pense notamment à des pronostics pessimistes disant que la guerre va durer une dizaine d'années, non pas attendre 10 ans pour réagir et pour agir. Donc c'est aujourd'hui que
la reconstruction se fait. Nous avons commencé ce petit mois que nous consacrons à la Syrie par ce colloque sur le patrimoine, mais nous l'achevons le 21 juin par une journée organisée avec le HCR, le Haut Comité pour les réfugiés, où nous avons un petit peu la même démarche, c'est-à-dire faire un état des lieux. Qu'en est-il de la situation ? Suivi d'une réflexion. Alors avec le HCR, nous allons avoir une réflexion sur l'impact des réfugiés sur les pays environnants, notamment. Et ici, notre réflexion va, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, essayer d'aboutir en fin de journée à cette table ronde sur que pouvons-nous faire, c'est ça la grande question, que doit-on faire pour la Syrie. Le patrimoine, il paraît dérisoire lorsqu'on pense à tous ces chiffres de réfugiés, etc., de s'occuper de pierres. Mais Christophe Ayad, dans son article, dans son enquête sur le patrimoine paru en janvier dernier dans Le Monde, commençait par dire je ne pourrais pas jeter la pierre à ces jeunes miliciens qui essaient de gagner un peu d'argent en faisant passer des antiquités à l'extérieur. Bon, voilà, tout le drame, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que on doit parler de patrimoine alors qu'il y a une souffrance humaine, mais rappelons-nous la souffrance des hommes, si elle est incommensurable, elle est aussi liée à la souffrance, j'ose le dire, à la souffrance des pierres. Pourquoi ? Parce que les pierres, les monuments, le patrimoine matériel, immatériel, c'est ce qui fait une société, c'est ce qui fait que les hommes existent. Que cela disparaisse, et nous avons des réfugiés, des gens qui sont complètement coupés de leurs racines. Voilà, l'idée est de pouvoir dès maintenant reconstruire, et reconstruire non pas dans un contexte de polémique. Il y a un temps pour la polémique, pour la critique, pour la lutte politique. C'est évident. Mais il y a un temps aussi pour l'action commune pour préserver, pour construire et reconstruire un patrimoine qui est en train de voler en éclats. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors Christophe, qui a eu la gentillesse de venir il est rentré hier, je pense, de voyage, qui a accepté de venir participer à cette journée, est un témoin lui-même de ce qui se passe en Syrie avec ce patrimoine en péril. Merci. À toi la parole. Merci beaucoup François. Je vais faire très court parce que je suis entouré de gens qui savent beaucoup de choses et qui vont nous les faire partager. François a raconté cet extrait, ce passage dans un article. En fait, c'est une anecdote, mais je vais vous la raconter très brièvement. C'est que je me trouvais il y a un tout petit peu plus d'un an dans un petit village frontalier en Syrie qui s'appelle Hatmé, qui est une sorte de plaque tournante de beaucoup d'aide humanitaire, mais aussi de beaucoup de trafic d'essence, d'armes, de nourriture, de tout un tas de choses. Et je me trouvais avec des hommes il n'y avait plus d'électricité le soir, et ils échangeaient des photos par Bluetooth sur leur téléphone. Et au bout d'un moment, il y en a un qui me demande quelque chose, la traduction d'un terme. Donc je lui dis, il me dit comment on dit ça en anglais. Donc j'essaie de trouver avec lui. Puis au bout d'un moment, je lui dis mais pourquoi ? Et c'est quoi ces photos ? Et il finit par me montrer. En fait, c'était des photos de statuettes hautes comme ça. Qu'il ait échangé avec un ami à destination de quelqu'un mystérieux dont il voulait pas me dévoiler l'identité en Turquie. Et alors je lui dis mais tu fais ça souvent ? Il me dit je faisais déjà ça avant la guerre, parce que je suis dans une famille qui a l'habitude de trafiquer un peu. On vit sur la frontière, on a toujours vécu de ça. Et ah bon, mais c'était permis ? Il me dit non, c'était pas permis, mais
on s'arrangeait avec les hommes des douanes et des renseignements et les gardes frontières, et puis les hommes des renseignements touchaient un petit peu aussi, etc. Donc c'était pas quelque chose de totalement non usuel. Mais depuis la guerre, on a besoin de plus d'argent pour financer le conflit, mais aussi pour survivre. Donc maintenant, je le fais plus. Et je lui dis, mais c'est l'histoire de ton pays aussi qui est en train de disparaître. Et là, il me dit un peu en souriant, mais qu'est-ce qui te prouve que ce que je suis en train de vendre, c'est du vrai? Bon, donc tous les espoirs sont permis. C'est que faut espérer que beaucoup de faux envahissent le marché de l'art mondial. Bon, hélas, faut être réaliste. Parmi les faux, il y aura beaucoup de vrais aussi. Je vous propose, après cette anecdote, de rentrer dans des choses un peu plus sérieuses et fondamentales. La Syrie, c'est 5000 ans, voire beaucoup plus d'histoire. C'est un patrimoine et une civilisation qui a touché à l'histoire mésopotamienne, à l'histoire assyrienne, à l'histoire grecque, romaine, à l'art islamique, à la période ottomane. Et je pense que Michel El-Makdissi, que nous avons la chance d'avoir ici et qui est docteur à la Sorbonne en archéologie orientale, va nous présenter un peu la dimension historique et symbolique du patrimoine syrien et la situation de l'archéologie dans son pays avant 2011. Voilà, donc Michel, à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'indique d'abord, avant que je commence ma communication, que je dépasse les limites du temps parce que j'ai appris ce matin combien de temps on a pour présenter la communication et je dépasse encore le sujet. Et je dépasse encore le sujet prévu dans le programme parce que j'étais un petit peu perdu dans les forêts d'Allemagne sans communication et j'ai envoyé, et pourtant ma communication il y a un mois et j'ai pas eu de retour positif ni négatif, c'est pour cela que j'ai gardé le texte. Alors voilà. Alors, l'objectif principal de ma présentation d'aujourd'hui est de mener une réflexion. C'est bon, voilà. Et de mener une réflexion sur l'archéologie syrienne afin de contribuer à bien méditer sur l'une des conséquences dramatiques de la crise que nous connaissons depuis plus que 3 ans. Il est essentiel de préciser que pour faciliter l'analyse de cette phase de désespoir que traverse notre archéologie nationale, je vous propose de commencer par faire l'historiographie de la recherche archéologique en Syrie sur une période d'activité relativement large dépassant 1 siècle et demi. Cette archéologie va commencer en 1860 avec l'action légendaire sur la côte levantine de l'humaniste Ernest Renan à la recherche de la civilisation phénicienne. Presque en même temps, le grand diplomate français, le marquis Charles-Jean Melchior de Vauguier, sillonne la Syrie intérieure de la région horanaise au sud jusqu'au massif calcaire, au nord à la recherche de l'archéologie civile et religieuse du 1er au 7e siècle après Jésus-Christ. À cette même période, Emmanuel Guillaume Rey, le spécialiste de l'architecture militaire médiévale, va réaliser ses études approfondies sur l'architecture des croisés en Syrie. Ainsi, il apparaît clairement qu'avec ces 3 actions, l'engagement français dans l'archéologie syrienne fait très bonne figure et marque une étape très importante dans la constitution d'une base solide par l'étude de 3 périodes cruciales, préclassique, classique et médiévale. Quelques années plus tard, c'est René Dussault, le grand orientaliste français, qui va intensifier ses recherches et ses prospections sur le terrain afin de publier la grande synthèse sur la topographie historique de la Syrie antique et médiévale. Avec l'installation du service des antiquités au temps du mandat français en 1920, une nouvelle phase va voir le jour par l'instauration sous la responsabilité de Charles Virolot d'une loi sur les antiquités
qui gère principalement les travaux sur le terrain, le trafic des antiquités et organise la création des missions archéologiques françaises et étrangères. En même temps, l'administration centrale de Beyrouth programma la création de plusieurs antennes administratives dans les grandes villes de Damas, Alep, Antioche et Souaïda, qui devraient organiser les travaux archéologiques, la conservation des monuments antiques et la création des musées régionaux. Sur le terrain, les fouilles spectaculaires vont marquer plusieurs régions, notamment à Ras Shamra Ougarit, sur la côte méditerranéenne, sous la direction de Claude Scheffer, à Tal Hariri Mari, sur la rive droite de la moyenne vallée de l'Euphrate, sous la direction d'André Parot, à Tal Brak et Chagar Bazar, dans la région de Jaziré, par l'anglais Max Edgar Lucien Malouane, à Tal Atshan et Alalakh sous la responsabilité de l'anglais Léonard de Houlet, à Hama sous la direction du danois Harald Ingold, à Tal Halaf sous la direction du diplomate allemand Max Freyer von Oppenheim. Dans les années 30, plusieurs opérations françaises sont menées à Palmyre, au Krach des Chevaliers, à Tal Ahmar, dans les villes mortes du massif calcaire et dans la métropole romaine de Homs, à l'initiative d'Henri Séric, le grand protagoniste de l'archéologie levantine, secondé par Daniel Schlumberger, l'éminent défenseur de l'identité de l'art oriental dans le courant artistique grec de l'époque hellénistique. Notons que la fondation des 4 musées à Damas, Alep, Souaïda et Antioche va permettre de présenter à un large public les découvertes récentes. De même, le service des antiquités de Beyrouth va créer, sous l'influence de René Dussault, le journal Syrien et la collection de la bibliothèque archéologique et historique qui seront la base de la diffusion scientifique de recherche et des études archéologiques menées par presque toutes les équipes françaises et étrangères. Pour terminer cette période, je dois signaler la création en 1924 de la Société des Amis de la Citadelle et du Musée d'Alep, puis 6 années plus tard, en 1930, de la Société archéologique d'Alep. Cette dernière avait comme vocation de s'intéresser au patrimoine archéologique syrien et de le mettre en valeur par des actions diverses, publications, conférences, visites des sites. La revue archéologique syrienne, qu'elle éditait sous la responsabilité de Cheikh Kamal el-Ghazi, du père Gabriel Rabbat et de bien d'autres, avait pour but de mettre le lecteur syrien au courant de l'activité archéologique, muséographique, touristique et surtout de permettre la diffusion d'un débat mené par les Syriens sur leur patrimoine antique avec des points de vue divers et des réflexions profondes sur des sujets très variés. L'indépendance de la Syrie en 1946 fut l'occasion pour l'archéologie syrienne de confirmer son identité en s'inspirant des idéaux de Mohammed Kurd Ali, la grande figure du mouvement de renaissance arabo-islamique al-Nahda. À cette époque, Salim Abd el-Haq, de retour de France, avait l'énorme ambition de poursuivre le travail commencé par l'émir Ja'far al-Hassani al-Jazairi, le premier directeur du musée de Damas, notamment à travers une institution qui contrôle l'ensemble des travaux archéologiques et muséographiques pour mettre en valeur le patrimoine national. Il a tout d'abord inauguré une annexe importante ou plusieurs annexes au musée de Damas, puis a recruté les jeunes diplômés du département d'histoire de la faculté des lettres de Damas, dont les plus brillants ont été envoyés en France pour consolider leur formation. Salim Abd el-Haq forma plusieurs services à la direction, à la DGAM, et nomma Adnan Bouni directeur des fouilles et études archéologiques. Il a voulu, pendant ces années de présence, entreprendre plusieurs chantiers de fouilles. Il a facilité principalement la reprise des fouilles à Ras Shamra Ougarit, à Tal Hariri, et lança plusieurs missions à Tal Khouira Amrit, Palmyre et Rasafi. Il avait une vision très avant-gardiste du rôle pédagogique du musée, renforçant ainsi l'équipe des conservateurs à Damas et Alep par une jeune génération de chercheurs. À cette époque, le moteur des fouilles syriennes était Nassib Salibi, qui a notamment mené des travaux à Amrit, Raqqa, Palmyre et dans d'autres grands sites. L'ensemble des réalisations de Salim Abd el-Haq a été présenté au grand monde scientifique à travers les annales archéologiques arabes syriennes. Depuis 1951, cette revue a permis la diffusion des résultats des fouilles syriennes et étrangères ainsi que des synthèses
Salim Abd al-Haq souhaitait également communiquer au monde scientifique sa vision concernant le patrimoine, les fouilles archéologiques, les musées et d'autres conceptions dans le domaine de la recherche archéologique afin de sensibiliser les jeunes au patrimoine et à l'histoire de la Syrie. Cette période florissante a été célébrée en 1969 par le 9e Congrès international d'archéologie classique à Damas, événement conçu par Salim Abd al-Haq et réalisé par Adnan Bouni. Ce congrès a regroupé plusieurs centaines de grands savants nationaux et étrangers. À partir de 1970, la DGAM se dote de grandes figures qui dirigent les services des fouilles et des études archéologiques, des monuments historiques, de la restauration et des laboratoires. Le Musée national de Damas, organisé par Salim Abd al-Haq, regroupe 5 départements dont les conservateurs ont étudié pour la plupart à l'école du Louvre. Durant cette période commence une grande phase de développement des fouilles. En effet, depuis les années 60, la Syrie a lancé un appel international pour la sauvegarde des sites bientôt submergés par le lac Al-Tabqa. La collaboration de plusieurs missions internationales marque le début de cet événement, de cette ère, avec notamment une participation intense d'une trentaine de missions archéologiques. Suite à ce projet, une exposition organisée à Alep inaugura une nouvelle page de l'archéologie syrienne. Dans les années 70, des séries d'actions et de fouilles ont permis à la Syrie de prendre toute sa place. Cette phase prospère a finalement abouti à l'organisation de la première grande exposition des antiquités syriennes à l'extérieur, notamment au Petit Palais à Paris en 1983-84, puis des événements similaires dans plusieurs villes européennes et américaines. Les années 80 se caractérisent par un essor toujours plus grand des fouilles archéologiques ainsi que par le début d'une campagne de restauration des monuments des grands sites de Palmyre, Apamé, Rassafé et bien d'autres. Cette politique a été maintenue durant les années 90, permettant alors à la jeune génération de chercheurs syriens d'entreprendre le travail de terrain et la mise en valeur des monuments anciens. Cela s'est traduit notamment par la publication de 2 nouvelles collections scientifiques, la chronique archéologique en Syrie et les documents d'archéologie syrienne, voués à diffuser l'ensemble des activités réalisées. En esquissant un bilan historiographique de notre archéologie syrienne, nous sommes parvenus à suivre une période glorieuse d'activité marquée essentiellement par cette vision d'espoir à travers un débat scientifique qui prouve et confirme que nous avons bien traité des questions fondamentales sur notre héritage archéologique et que les résultats tracés par les protagonistes et les pionniers furent impressionnants pour notre discipline. Ils apportèrent des moments d'espoir fondés sur la volonté grandissante de structurer méthodiquement nos démarches par des avancées rapides grâce à l'élaboration de méthodes de travail de plus en plus exhaustives et rigoureuses. Mais si ces espoirs vivaient alors et vivent encore, une destinée plus tragique attendait notre archéologie face à une conduite conçue à dépouiller notre patrimoine. Il nous faut suivre maintenant le parcours d'une idéologie de guerre destructive et une pensée mauvaise nourrie de haine et qui nous fait perdre progressivement l'héritage précieux de nos ancêtres. Cette 4e année qui commence a laissé ouverte une blessure profonde. Voilà. Une blessure profonde dans le corps de notre archéologie. Bien plus, l'émotion qu'elle suscite n'est qu'un mélange de terreur et d'horreur. La situation actuelle de notre archéologie inspire le chagrin, la souffrance et l'émotion entre l'abandon et la destruction. Ainsi, nous sommes parvenus à un moment de notre archéologie où, pour sortir de l'anéantissement et de la destruction complète, nous n'avons pas beaucoup de choix, car l'impasse dans laquelle nous nous trouvons indique clairement la nécessité d'adopter des remèdes sages susceptibles d'apporter à l'archéologie l'espoir au fond du désespoir. Un espoir peut se fonder sur la volonté grandissante de mener une action salvatrice destinée à mener hors du danger, notamment à travers des actions ciblées et le suivi d'opérations bien conçues. Cependant, les résultats restent mitigés.
Le mal actuel risque de ne pas reculer, il tend même à empirer à cause de l'inefficacité de notre conduite et de l'impuissance des solutions proposées qui sont généralement partielles. Souvent, elles se limitent à déplacer ou à postposer le malheur. Là gît l'une des difficultés les plus fondamentales du système actuel de l'action menée par la DGAM et les différentes associations qui œuvrent au sein d'une compétition acharnée. Elles représentent deux lectures différentes, celle de la voix officielle et celle de l'opposition. Deux points de vue qui ne sont pas incompatibles, mais qui doivent toujours être conjugués entre l'archéologie du désespoir et le désespoir de l'archéologie. Assurément, l'archéologie du désespoir est une chose et le désespoir de l'archéologie en est une autre, plus étendue et qui inclut la première comme un modèle désastreux qui reste impensé et donc impensable. Cette amphibologie nous conduit ouvertement vers un dispositif archéologique qui ne se justifie que dans un contexte catastrophique et tragique. Elle consiste en général à engendrer un comportement irréfléchi vis-à-vis d'une action qui devrait défendre l'état transcendant de notre vision de l'héritage, de nos ancêtres. Cette action doit développer une démarche claire et surtout de faire retomber l'animosité ou plutôt de la faire culbuter dans une fossée profonde. Pour cela, il faut évidemment tout un dispositif complexe qui fasse intervenir la sagesse et l'archéologie de la noblesse. Retenons pour l'instant que le choix est d'élever l'archéologie au-dessus du désespoir et d'augmenter sa capacité humaine avec des gestes nobles au profit d'une prise de conscience collective orientée principalement vers la sauvegarde de notre héritage. Ainsi, une crise profonde ne cesse-t-elle de s'amplifier depuis 2011 ? L'avenir est malheureusement bien sombre et les conséquences sur l'archéologie se situent dans le court et le long terme. Dans le court terme, elles sont sensibles avec la multiplication des vols des antiquités, des fouilles inégales, des musées paralysés en désordre et des chantiers arrêtés. Pour l'avenir, elles sont dues au départ massif des cadres exerçant de grandes responsabilités archéologiques à la Direction générale des Antiquités et au Musée national, ce qui va créer, au moment de la reprise de l'activité normale, une situation dramatique. C'est la crainte totale de l'exode des cerveaux que manifestent de façon claire les flux migratoires de l'infrastructure scientifique et des chercheurs. C'est un phénomène désastreux dont l'évaluation quantitative et qualitative souligne la disparition effective de la DGAM en tant qu'institution scientifique, ce qui va nous empêcher de gérer convenablement la phase de l'après-guerre. Alors, que peut faire la DGAM ? Il y a au moins deux points qui échappent aux observateurs extérieurs. D'abord, son incapacité à intervenir sur le terrain afin d'évaluer les dégâts subis. Ces archéologues perdent littéralement pied partout et doivent se contenter de combiner plusieurs sources d'informations pour dresser ces bilans. Ensuite, le manque des gardiens sur les sites archéologiques les expose au vandalisme et à un trafic des antiquités qui se fait par le biais de différents groupes quasi organisés constitués des professionnels qui exportent systématiquement les objets à l'extérieur du pays. Précisons que certains groupes sont liés aux grands centres internationaux en Europe, aux États-Unis et même dans les pays arabes et en Israël. Ainsi, la Syrie est devenue une grande source de trafic clandestin et les informations indirectes commencent à mettre en lumière une documentation importante. Ce dossier échappe presque complètement à l'autorité archéologique et on n'a pas manqué d'affirmer que la DGAM ne possède pas les moyens de dresser les listes des collections qui se trouvent cachées dans le pays ou dans les réserves à l'extérieur. Précisons que l'intervention des institutions internationales reste très limitée et que la présentation officielle de l'ICOM de la liste rouge au Metropolitan Museum de New York le 25 septembre 2013 marque une étape importante, bien qu'insuffisante.
De même, l'UNESCO est accusée avec raison d'être souvent peu regardante par rapport aux problèmes réels. La Syrie qui gît en ruine avec des morceaux de débris à la place des sites archéologiques fait penser au spectacle qu'on a pu observer en 2001 dans la vallée de Bamiyan en Afghanistan, sans la moindre intervention efficace. Ce triste constat est hélas toujours d'actualité. L'idée utopique quand ces institutions intergouvernementales, avec leurs multiples réseaux, de constituer la base juridique et institutionnelle pour défendre le patrimoine archéologique des pays membres, n'a évidemment jamais pris corps. Au contraire, l'expérience a montré que l'UNESCO a commis souvent des erreurs fondamentales, ruinant crise après crise l'efficacité de son action et la confiance de son rôle de défendre des valeurs patrimoniales. Elle devient malheureusement inefficace, toujours en retard, piégée par ses experts et de plus en plus accablée sous le poids de son propre bureaucratie vacillant sur les bases mal assurées. Pour sauver notre action, nous devons donc agir rapidement contre une situation qui se dégrade sensiblement. Notons, nous nous trouvons de fait devant un volcan en phase de permanence d'éruption, de haine et d'horreur confrontés à des actes qui anéantissent la société et ses valeurs par la destruction violente et systématique de son patrimoine. La situation est comparable à un cratère rempli de lave qui bouillonne d'animosité. Tout autour de ce volcan, le potentiel archéologique souffre des projections de Téphras de la population, et la population est partagée entre l'attente, l'angoisse et l'espérance. Au début de 2014, des groupes de l'opposition occupent presque la moitié nord du pays et instaurent une autorité presque complète sur plusieurs sites archéologiques de l'histoire ancienne de la Syrie. L'inefficacité désastreuse des deux camps maintient le pays dans une situation de ni vainqueur ni vaincu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a en effet aucune autorité centrale reconnue par tout comme fédératrice pour organiser une coordination directe et efficace. Alors que de son côté, la DGAM déploie d'énormes efforts pour investir en espérant trouver un important gisement de bénéfices directs et indirects, l'association APSA de Strasbourg pour la protection de l'archéologie syrienne s'efforce d'activer et de porter son aide dans les zones sous contrôle de l'opposition en apportant une contribution souvent efficace. Par contre, les autres associations créées à l'extérieur du pays se chamaillent avec des rivalités souvent de caractère personnel. Elles se contentent de communiquer d'innombrables informations et des textes sur les sites détruits et les musées profanés, presque les mêmes révélations que celles disposées dans les pages web de la DGAM ou de l'APSA. Dès lors, cette situation de concurrence va engendrer une rivalité acharnée. Chacun se considère comme détenteur de la vérité ayant à combattre l'autre qui représente l'inefficacité et la détresse. Nous espérons que l'association espagnole de Girona, Heritage for Peace, apportera suite à l'organisation de sa première réunion il y a même une semaine à l'université de Cantabrie, dans la ville de Santander, un pas en avant vers la constitution d'un groupe solide et uni qui assurera une continuité à la hauteur des exigences. Après plus que 3 ans de guerre civile, nous touchons un point essentiel que nous pouvons qualifier de catastrophique quant à l'état actuel du patrimoine archéologique syrien. Que dire des multiples témoignages faisant état de pillages organisés comme celle du site d'Apamé, de Dura Oropos de Palmyre, pour ne citer que les plus célèbres, ou des vols des musées de la ville de Raqqa ou des dépôts des antiquités de Khaled Jabbar. Que penser du trafic systématique des antiquités par des professionnels qui s'emparent des chefs-d'œuvre pour les vendre dans les grands centres mondiaux des antiquaires avant leur passage dans un musée ou chez un collectionneur? Que dire des déclarations ironiques des représentants de l'UNESCO dans leur cadre lancent à partir de Paris ou de Beyrouth des programmes pour défendre
pour défendre leur inactivité, alors que les conventions précisent pourtant son rôle essentiel dans la prise en charge de la protection du patrimoine archéologique d'un pays membre en cas de guerre. C'est la même histoire qui se répète malheureusement après l'Afghanistan, l'Iran, le Mali et la Libye. Que penser de la communauté internationale et des grandes puissances militaires qui ont été les plus indignes dans leur comportement aveugle lors de la poursuite des affrontements entre les deux camps par des bombardements qui ont laissé les monuments historiques blessés à Alep, à Daraa, au Krach des Chevaliers et dans les villes mortes à la merci des pilleurs ignorants et affamés. Voilà, ça c'est quelques photos. Notre archéologie syrienne est gérée par l'imprécation des dieux de la guerre qui manœuvrent efficacement pour détruire le pays et l'héritage de nos ancêtres avec des chefs de guerre, une stratégie meurtrière, des moyens colossaux. Sans but clair, sans stratégie et avec des chefs indécis, multiples et opposés, le peuple syrien a été obligé de confier la gestion de sa crise à des militaires. Ce raisonnement s'applique parfaitement aujourd'hui. Les dieux de la guerre semblent plus à l'aise dans la gestion militaire. Ils décident avec lucidité et détermination de déclencher l'action destructive avec l'approbation des grandes puissances mondiales, mettant en jeu la vie des hommes et des femmes. Tel est le scandale. Il faudrait donc accepter pour combattre un soulèvement populaire l'application d'une logique de guerre qui détruit avec détermination notre mémoire, notre héritage et surtout notre chère archéologie. Je termine cette réflexion par une confirmation qui devrait orienter notre réflexion, celle de savoir que nous vivons en Syrie depuis 3 ans une malaise archéologique profond, sans précédent, et que pour la première fois dans notre histoire, la question de notre identité est réellement menacée. Ainsi, penser à ce constat met en lumière une situation totalement dramatique, déchirante et inhumaine. En même temps, nous remarquons que les antiquités syriennes sont paralysées par le manque des moyens. La DGAM a du mal à préserver la valorisation de son patrimoine archéologique. Ne pas prendre en compte cette question cruciale propre à chacun des conflits meurtriers de la région, c'est se condamner à ne traiter que les sujets qui n'ont pas besoin de notre intervention. Il est donc important de formuler clairement notre effort afin de retrouver les moyens pour fournir une aide réelle à la DGAM et surtout à traverser les frontières du pays et passer dans les deux camps afin d'apporter une contribution salvatrice digne de notre destin. Il reste 2 secondes. Oui. Oui, parce que. Alors. Non, je vous propose de. Alors, je passer à la conclusion. Oui, je suis en conclusion. Alors. À la fin de chaque rencontre, nous sommes confrontés avec une impuissance totale à la même interrogation, espoir et ou désespoir. Chacun a sa réponse, mais la lame de fond est la même. Les symptômes de notre crise archéologique sont toujours là. Ainsi, la crainte et la détresse constituent des marques catastrophiques pour l'archéologie syrienne à l'égard de l'évaporation des valeurs nobles de notre patrimoine qui a marqué les 3 années qui viennent de s'écouler. Partout autour de nous, on ne parle que de la destruction des sites, du vol des antiquités et de l'anéantissement de l'infrastructure. À cet effet, j'ai proposé pour cette présentation quelques marques utiles qui resteront malheureusement des augures pour une 4e année difficile, très difficile, car les moyens de la sortie de notre malheur archéologique sont fragiles et très insuffisantes. Alors je tiens à vous remercier et je m'excuse d'être si long, mais ce n'est pas du tout ma faute parce que j'ai envoyé ma communication il y a un mois sans avoir une réponse, il faut réduire ou non. Merci. Je l'ai hélas pas lu. Si j'avais pu la lire, je vous en aurais parlé. Merci en tout cas Michel El-Makdissi pour cet exposé très complet et très engagé, tout à la fois. Et je vais proposer maintenant la parole à
Sophie Cluzan. Je vais demander, il nous reste 1 heure et 4 intervenants. Il y a beaucoup de gens de qualité dans la salle qui vont vouloir échanger, je suppose aussi. Donc si on peut tenir en 10 minutes, 15 minutes, disons, maximum, et là je serai draconien maintenant, les interventions, ça serait vraiment très très bien. Sophie, donc, vous êtes conservatrice du patrimoine au musée du Louvre, vous avez conçu l'exposition Ishtar qui se tient en ce moment à Lima et que j'invite tout le monde à aller voir, évidemment. Vous allez nous parler de l'état du patrimoine syrien, de ses musées, mais aussi de sa législation en 2011, c'est-à-dire au moment où éclate le conflit, pour dissiper cette illusion que tout allait bien. Parce que tout va extrêmement mal, mais on ne peut pas dire qu'on partait d'un point radieux. Oui, merci. Merci Christophe. Oui, l'exposition Ishtar qui se tient ici, mais que je n'étais pas seule, bien sûr, à concevoir. Et je salue Pascal Buderlin qui vous parlera cet après-midi, directeur de la mission de Marie, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme vient de vous le dire Christophe, je vais essayer de vous faire très rapidement, 10 minutes, un quart d'heure, un tableau de l'état, de manière très générale, de ce patrimoine syrien en 2011. Je vais commencer par quelques définitions générales qui permettent de dégager, bien sûr, les qualités immenses de ce patrimoine, mais ces qualités qui sont en réalité ses propres fragilités. Et je poursuivrai en vous présentant quelques petits points sur le cadre effectivement législatif, les institutions. Je parlerai un petit peu des musées syriens, de leur état en 2011, et peut-être un peu de l'état des sites archéologiques, mais très rapidement. Manière effectivement, comme le rappelait Christophe, de montrer que ce patrimoine immense et très riche n'était pas forcément déjà dans un état tout à fait optimal. Alors, les qualités de ce patrimoine, et qui sont aussi ses faiblesses quand on a à les gérer et à le protéger, eh bien, ce sont principalement la quantité, la diversité, la qualité et l'accroissement. Alors, j'irai très rapidement, ce n'est peut-être pas la peine de préciser, si ce n'est que je vais insister un tout petit peu sur le point de l'accroissement de ce patrimoine. En effet, la Syrie a non seulement déjà un patrimoine extrêmement riche, et divers et varié, mais c'est un pays qui est doté d'un dynamisme archéologique, de la recherche considérable, unique au monde, je pense, un dynamisme qui génère un nombre de découvertes impressionnant chaque année. Et ce nombre de découvertes vient grossir un patrimoine matériel déjà colossal. Et non seulement donc en quantité, mais aussi ces découvertes peuvent générer des modifications profondes de ce que l'on connaît de cette histoire, alors des modifications éventuellement de la chronologie, voire même de faits de civilisation. Alors c'est un sujet important, parce que quand on a à gérer un tel patrimoine qui est en expansion permanente, eh bien, pour les institutions, que ce soit pour les musées, mais aussi pour sa protection de manière générale, eh bien, c'est particulièrement difficile à gérer. Donc c'est un patrimoine extrêmement vaste, un patrimoine qui a certainement une valeur universelle, je ne reviendrai pas sur ce point, mais qui est donc extrêmement difficile à gérer. Alors, le cadre législatif, très rapidement. Le patrimoine syrien est régi par la loi des Antiquités de 1963, qui a été amendée à plusieurs reprises, et qui définit donc la nature du patrimoine en Syrie et précise donc le cadre institutionnel de sa gestion. Alors, je ne vous lirai que le premier article de cette loi qui dit que les antiquités correspondent aux biens meubles et immeubles construits, fabriqués, produits, écrits ou dessinés par l'homme et datant de plus de 200 ans chrétiens. Ou soit donc 206 ans de l'hégire. Donc c'est le critère de l'ancienneté qui définit les antiquités selon cette loi et qui, bien entendu, est un critère aujourd'hui tout à fait insuffisant.
Donc, alors je sais qu'il y a des travaux actuels qui sont menés par la direction des Antiquités concernant la législation des Antiquités. Je ne sais pas si quelqu'un en parlera éventuellement aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une loi qui déjà était tout à fait insuffisante et reconnue comme telle par la direction des Antiquités en 2011. Alors, les institutions qui gèrent ce patrimoine, ces antiquités syriennes, ce sont tout d'abord le ministère de la Culture, principalement, à qui est dévolu ce large secteur du pays, et ce ministère de la Culture qui a plusieurs directions, dont une qui s'appelle donc la Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie, et c'est cette direction qui a donc toute autorité pour gérer ce patrimoine. Alors, elle est donc l'autorité compétente et tout en exerçant ses missions de contrôle, c'est aussi une direction scientifique. Et ça, c'est très clairement précisé dans les textes. C'est une direction qui doit assurer la gestion et la préservation du patrimoine selon des méthodes scientifiques et qui doit aussi, bien sûr, avant toute chose, contribuer au développement de la recherche et de la connaissance. Alors cette direction des Antiquités, qui comporte elle-même plusieurs directions, la direction des fouilles, la direction des musées et d'autres, et des monuments historiques, est secondée et contrôlée par un conseil des Antiquités qui suit donc l'ensemble de ses actions, et la direction des Antiquités qui siège dans ce conseil, donc avec ce conseil, prend toutes les décisions relatives aux Antiquités et aux musées. Alors les musées de Syrie apparaissent dans la loi des Antiquités, c'est ça, sous la forme que vous voyez. Les antiquités mobilières appartiennent à l'État, ne peuvent être vendues ou données. Elles doivent être conservées dans des musées nationaux. Donc les musées syriens sont tous des musées nationaux et sont placés sous la compétence donc, de la direction des Antiquités et des musées de Syrie. Les musées syriens ont été organisés en plusieurs types, selon une nomenclature que je vous livre. Des musées nationaux, s'entend par musées nationaux, non pas leur statut juridique, tous les musées syriens sont des musées nationaux, mais c'est des musées qui présentent des antiquités de toute la Syrie. Ces musées sont au nombre de 2, Damas et Alep, et sont doublés des musées régionaux dans chacun des Muhafazat et d'autres musées, des musées thématiques comme musée de la médecine, musée de Margaret et Norman, dont je pense que Chermous nous parlera, et aussi des musées des musées de sites, pardon, dont le musée d'Arwad et de Doura Europos par exemple. Alors la construction du réseau des musées syriens est le résultat d'un développement très important de l'activité archéologique, donc de toute cette manne, cette progression en quantité et en qualité de ce patrimoine, mais elle est aussi le résultat du développement territorial et urbain. Les régions qui étaient situées plus à l'est s'étant développées progressivement par rapport à l'axe nord-sud traditionnel qui relie Alep à Damas. Le principe de la propriété exclusive des antiquités par l'État est posé donc par la loi des antiquités. Et pour ce qui est des biens meubles et immeubles mis au jour à l'occasion des fouilles archéologiques, l'État en est donc l'unique propriétaire, puisque le sous-sol en Syrie appartient à l'État. Donc, en dehors des fouilles archéologiques, selon la loi, la propriété d'un bien meuble par une autre personne, une institution privée, est cependant prévue. Alors, il y a un certain nombre de dispositions, donc il faut que le propriétaire remplisse un certain nombre d'obligations pour pouvoir continuer à posséder une antiquité, mais il y a donc des procédures possibles. Sinon, en termes généraux, donc les antiquités, le patrimoine matériel est un patrimoine d'État. Alors, la loi sur les antiquités considère aussi les fouilles archéologiques et les monuments historiques, et donc définit toutes les dispositions législatives qui leur sont relatives. Cette loi donne aux propriétaires du terrain la propriété du dessus, et donc le sous-sol, comme je vous l'ai dit, reste la propriété de l'État. En vertu de ce principe, donc l'intégralité des biens meubles découverts à l'occasion d'une fouille archéologique est donc propriété d'État.
Les monuments historiques, en revanche, sont caractérisés par donc la valeur historique, artistique ou nationale qu'il aurait reconnue, mais leur propriété n'est pas nécessairement nationale. On peut avoir des monuments historiques dont la propriété est privée. Alors les zones à protéger sont en Syrie, j'essaie d'aller rapidement, je suis désolée, sont identifiées bien entendu par la direction des antiquités et des musées. Ces zones sont enregistrées ainsi que donc les sites, les monuments, les types de protection sont enregistrés sur une liste après accord du Conseil des antiquités. En matière de fouilles archéologiques, la direction des antiquités et des musées a donc toute autorité, autorisation de fouilles, prescription aux missions, contrôle du respect de la réglementation, etc. Et peut aussi, le cas échéant, poursuivre en justice les contrevenants. D'autres ministères en Syrie, et c'est ce qui rend les choses parfois un petit peu compliquées, d'autres ministères sont concernés par les antiquités, par le patrimoine. D'abord, le ministère des Awqaf. Le ministère des Awqaf, c'est le ministère des œuvres religieuses, des mosquées, des églises, des œuvres religieuses. Et les bâtiments ou les collections qui sont donc les bâtiments religieux ou les collections qui sont abritées dans ces bâtiments, eh bien, sont gérées et sont placées sous la responsabilité de ce ministère des Awqaf, ce qui rend l'articulation parfois avec la direction des antiquités et des musées, bien entendu, plus difficile. Le ministère du Tourisme, bien sûr, intervient aussi, donc j'essaie d'aller très vite. Alors, je vais vous parler un petit peu des musées. Alors, l'infrastructure des musées, d'ailleurs, déjà d'une manière générale, est globalement plutôt déficiente. En effet, beaucoup de musées ont été installés en Syrie dans des monuments historiques, ce qui fait que les bâtiments qui ont priorité en termes, bien sûr, de respect de leur intégrité architecturale et de leur histoire, eh bien, ces monuments ne sont pas toujours adaptés à recevoir des collections et tout l'appareil pédagogique qui doit aller autour. C'est le cas de ces très beaux musées d'art et tradition populaire, tels que le musée d'Azem à Damas ou encore celui de Hama. Je vous montre aussi le musée d'Apamé dans Zahran. D'autres musées sont déficients dans leur infrastructure parce que le bâtiment est de mauvaise qualité ou bien a été mal entretenu, faute de moyens. Donc, la quantité, là on le voit, des musées et du patrimoine à protéger en Syrie rend les choses extrêmement difficiles, nécessitant de dégager des moyens que rarement un pays peut dégager. Les musées construits dans les années 50 et 60 étaient plus adaptés à l'époque pour recevoir des collections comme le musée de Damas et d'Alep, mais sont aujourd'hui malheureusement bien souvent obsolètes. Depuis les années 80, de nouveaux musées ont été construits, développant une architecture moins contraignante que ne l'est celle des monuments historiques. Et je vous montre ici le musée de Deir ez-Zor. Depuis une dizaine d'années, un certain nombre de musées en Syrie avaient fait l'objet de très belles rénovations. Je vous montre par exemple le très beau musée de Tartous qui a été aménagé récemment et aussi bien entendu ce très beau musée de Maharat et Norman. En matière d'état des aménagements, la situation est en général peu satisfaisante avec bien sûr des aménagements malheureusement assez vétustes, là aussi, faute de moyens, et des aménagements muséographiques parfois déficients, manque de sécurité. Les monuments historiques ne permettent pas très souvent de développer des systèmes de sécurité centralisés et aussi, bien sûr, en termes de conservation des collections, manque total de systèmes de climatisation, des choses comme ça. Donc un état relativement déficient. En matière d'accueil du visiteur aussi, avec très souvent des locaux devenus trop exigus au fil du temps, puisque le tourisme culturel s'est beaucoup développé en Syrie, fort heureusement, dans les dernières années, et donc des locaux qui ne sont pas adaptés à accueillir du public, et encore une fois aussi avec un appareil pédagogique parfois très déficient. Un problème important aussi des musées qui est lié à l'histoire de leur création, c'est celui de la répartition des collections.
Si les musées régionaux ont été en général créés pour pouvoir accueillir la manne archéologique de leur région, il y a aussi des musées qui ont été créés et qui ont été, par exemple comme le musée de Puneitra, je vais essayer d'aller en avant, voilà, le musée de Puneitra, qui ont été créés rapidement et qu'il a fallu meubler de collections. Et l'on voit à ce moment-là des pans entiers de collections qui ne correspondent pas forcément à la région du musée, la région où est établi ce musée, des pans entiers de collections qui sont transportés vers ces régions. Ce qui fait que la lecture générale du réseau des musées syriens est devenue assez difficile, parfois incohérente, avec des répétitions ci et là, et on comprend mal l'objectif de chacun des établissements. Alors, je vois Christophe qui me regarde. Donc, je vais... voilà. Alors, bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un état général qui était déficient et dû à un manque de moyens et dû à la quantité et aux exigences d'un patrimoine extrêmement varié aussi. Je ne m'apesantirai pas sur les sites archéologiques, je n'ai pas le temps, mais c'est un point très important et je crois pour l'avenir aussi un point très important à réfléchir. Comment un pays peut-il faire face à une telle quantité et à un tel accroissement d'un patrimoine? Je ne parle que du patrimoine matériel, un déficit bien sûr en ressources financières, un déficit aussi en personnel. Michel Magdici parlait de ce problème de la fuite des cerveaux et des gens qui ont été formés et qui étaient déjà plus qu'insuffisants en 2011. Donc ce sont des points particulièrement inquiétants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Non, merci Sophie, c'était très clair et vous avez tenu le délai imparti. Cher Moussa Ali, on correspond régulièrement et régulièrement vous m'envoyez des emails, pas qu'à moi d'ailleurs, mais à plusieurs de mes collègues, nous prévenant de dangers, atrocités ou menaces imminentes sur différents endroits du patrimoine syrien. Vous êtes docteur en archéologie, vous vivez à Strasbourg et vous dirigez une association qui recense et qui fait un travail énorme de recensement de toutes les atteintes possibles, enfin du moins celles que vous pouvez documenter à distance, à travers un réseau d'informateurs, mais aussi à travers des images que vous trouvez sur YouTube ou qu'on vous fait passer, à travers des informations que vous recueillez aussi d'atteinte au patrimoine syrien. Donc ce travail, il est indispensable parce que un jour, il servira de base, il sert aujourd'hui déjà de base au recensement de ce qui se passe et de ce qui devra être retrouvé, réparé, restauré. Voilà, vous allez nous parler des atteintes au patrimoine. Là aussi, si possible, en respectant le délai d'un quart d'heure. Merci. Près du micro. Bonjour. Alors, après plus de 3 ans de guerre en Syrie, la situation du patrimoine syrien est malheureusement très grave et plus grave que celle du patrimoine irakien. Parce qu'en fait, nous avons en Irak, il y avait des pillages et des vols, des pillages des sites et des vols au musée, comme le musée irakien. Alors qu'en Syrie, il y a une destruction systématique par des bombardements et il y a aussi l'utilisation, par exemple, des bulldozers que nous allons voir tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons pas présenter l'état de lieu détaillé dans chaque province, car les destructions sont nombreuses et la liste est très loin d'être exhaustive. Notamment pour certaines villes comme Homs et Alep. Nous allons parler de la situation du patrimoine archéologique et des menaces avant 2011. Nous allons ensuite détailler les menaces actuelles et les illustrer par des exemples en évoquant certains musées, sites archéologiques et monuments historiques. Puis, lors de l'intervention de cet après-midi, nous détaillerons un certain nombre de mesures prises par des organisations et la société civile pour protéger le patrimoine et enfin, nous verrons comment ces actions pourraient être renforcées par d'autres pour essayer de protéger ce patrimoine mondial contre certaines menaces. Pour commencer,
il faut noter que la situation des patrimoines syriens avant 2011 n'était pas des meilleurs. Plusieurs sites, notamment ceux qui sont proches des pays limitrophes, étaient victimes de pillages. Par exemple, dans la région de Jazireh syrienne, au nord de la Syrie, se trouvent plus de 5000 tels archéologiques, alors que chaque gardien engagé par l'État syrien avait souvent la surveillance d'une cinquantaine de sites à cause des manques de crédit. Par ailleurs, les 38 musées se trouvant dans la capitale et les gouvernorats syriens n'étaient pas mieux lotis que les sites archéologiques en raison d'un manque et de défaillance dans les mesures de surveillance, de protection, de archivage et de conservation d'objets. En ce qui concerne les travaux des restaurations des fortifications et des monuments se trouvant dans la plupart des villes et des sites archéologiques, ces opérations s'étalent sur plusieurs années à cause de manque de crédit. Depuis 2011, cette situation est encore aggravée car d'autres menaces se sont ajoutées à la liste que nous pouvons les regrouper en 7 catégories, dont la première est absent des travaux de restauration, par exemple les cas de Marie et Ebla. Depuis fin 2011, tous les travaux de fouilles et de restauration sont systématiquement arrêtés. Deuxième menace, c'est l'occupation des lieux stratégiques dominant les villes et les quartiers. L'installation des armements dans les monuments historiques et musées, des lieux de culte et des collines archéologiques dominant les centres urbains est fait d'abord par l'armée syrienne sans que les organisations internationales n'interviennent pour assurer leur rôle de condamner de ces endroits que ces endroits soient pris en cible et demander à cette armée de respecter la Convention de l'Haye en 1954. Seul l'UNESCO a lancé récemment un appel concernant l'occupation de Palmyre, Alep et le krach de Chevalier. Depuis juillet 2011, certaines fortifications comme les citadelles de Homs, Hama, d'Alep et Palmyre et le krach de Chevalier ont repris le même rôle stratégique que pendant la guerre de l'âge médiéval. Des brigades de snipers se sont en effet installées dans ces fortifications, de sorte que certaines d'entre elles sont devenues des casernes militaires à partir desquelles l'armée bombarde les quartiers d'habitation qu'elle domine. Par exemple, regardez là, la mosquée et la citadelle de Alep. Alors, troisième catégorie de menaces, c'est les bombardements des quartiers historiques. Sans rentrer dans les détails de destruction impitoyable à la guerre entre l'armée des régimes et les rebelles, au cœur de la vieille ville d'Alep, numéro 8, mentionnons un grand nombre de monuments archéologiques ont été endommagés et une partie de souks historiques a été incendiée. Certains souks, en fait, entre 50 et 70% des dommages ont été attestés. Les vieux quartiers de Homs, de Daraa, de Bosra ont été également bombardés par des chars et des avions de chasse. Par exemple, ici, là on voit par exemple le temple romain de Aldomer et le krach de Chevalier. Et de telles destructions commençons à toucher Damas. Le cas syrien a montré que la protection du patrimoine syrien est très liée à la situation politique internationale et à l'absence des actions, ce qui a permis à l'armée d'occuper des lieux archéologiques et d'en bombarder d'autres. Voici par exemple le cas de Palmyre. À titre d'exemple, je cite le cas de la destruction des sanctuaires et mosquées soufis au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU a alors condamné et pris des mesures concrètes et immédiates contre les extrémistes, alors que cette même institution est incapable d'agir quand l'armée syrienne creusait des fosses dans la citadelle, dans certains tels et bombardait ensuite certains monuments comme dans le cas de la citadelle Al-Modiq.
pendant 3 semaines avec des chars positionnés dans la zone archéologique de la célèbre ville d'Apamé en mars 2012. 4e catégorie, donc là c'est le bombardement. Destruction par bulldozer et dynamitage. Je vais détailler un peu cette catégorie de menaces car elle est de même gravité que les bombardements et parfois même plus dangereuse. Une fois que l'armée régulière a pris le contrôle de la citadelle de Madir, ces bulldozers ont creusé des abris, des chars dans les flancs du tel et aménagé une route sur la pente pour faciliter la circulation des armements lourds, comme on le voit ici dans l'image 13. Quant à la destruction des sites archéologiques par des bulldozers, dans la plupart des cas, le pillage des sites n'est pas fait l'objectif, mais la nécessité militaire qui pousse à creuser des fosses pour protéger des chars et d'autres armements lourds. C'est le cas, par exemple, à Palmyre, Tal Othman et Qalat al-Madiq. Les bulldozers sont également utilisés pour construire des levées de terre, comme on le voit sur l'image à Palmyre, destinés à protéger des véhicules et des armements lourds, mais aussi pour tracer des routes ou pour creuser des tranchées. Donc à Palmyre, on a constaté une route de à peu près 2 km qui traverse le camp de Closian jusqu'à la citadelle, qui servent donc de terrain. Et dans d'autres cas, le bulldozer, comme le cas de Ebla, a été utilisé pour creuser des fosses et des tranchées qui servent de terrain d'entraînement pour des soldats. C'est le cas donc ici à Ebla qu'on voit en bas et les rebelles. Et le cas de Apamé, on voit l'opposition des armements lourds, alors que les pillages sont juste à côté du centre qui est devenu. Alors, quant à des pillages à l'aide des bulldozers ou la construction des maisons dans des zones archéologiques, nous pouvons citer plusieurs exemples comme à Tal al-Qaramel, dans la province d'Alep, Tal al-Rahba, Tal al-Sin, Tal al-Sen, Tal al-Bsira, Tal al-Ashara, à Deir ez-Zor. Les bulldozers ne sont pas utilisés seulement pour les sites archéologiques, mais aussi contre des monuments historiques et cultuels. Pour ce qui concerne la destruction des bâtiments à l'aide d'un bulldozer, le premier cas a été constaté au cœur de la vieille ville d'Alep le 10 août 2011, c'est-à-dire au moment où la ville a été entièrement sous le contrôle du régime. Un commerçant a détruit intégralement un khan ottoman situé à proximité de l'église al-Shibani dans le quartier de Jalloum après avoir corrompu les autorités locales. Donc, numéro 17. Voilà. De plus, à Nawa, dans la région de Daraa, par exemple, les autorités syriennes ont complètement détruit des bâtiments datés de l'époque romaine à l'aide d'un bulldozer sous la protection d'un char et de quelques soldats de l'armée officielle. À cela s'ajoutent plusieurs tombes et mausolées. Tombes et mausolées Sophie ont été complètement détruits à l'aide de bulldozers ou dynamités par l'État islamique de l'Irak et du Levant, Daesh, notamment dans les provinces de Raqqa, Deir ez-Zor et Hasakeh. 5e catégorie de menaces, donc, c'est absence des mesures de sécurité pour certains musées. Alors, à partir de 2011, les musées syriens, quelques musées ont subi des vols, comme c'était le cas à Hama, à Apamé, à Qalat Jabar et à Dora Oropos. À Dora Oropos, c'était des copies. Par la suite, l'armée syrienne s'installait dans certains musées qui sont devenus des casernes militaires, par exemple le musée de Dleb, de Homs et de Palmyre. Par conséquent, plusieurs musées ont été le théâtre de combat entre les deux forces, comme le musée de Ma'arat al-Nu'man et le musée de Qasr al-Zawiya à Homs. Ces deux musées ont subi des dommages suite
au bombardement aérien une fois que l'armée syrienne a perdu le contrôle. Le musée de Homs a subi des différents dommages et jusqu'à ce jour, aucune information nouvelle sur les bâtiments ou les objets qu'il renforme n'a été diffusée ni par la DGM ni par des médias officiels. Par conséquent, sur les 38 musées, 7 ont subi des dommages, 7 ont subi des pillages, 8 sont endommagés par des bombardements, 3 musées sont en danger à cause de l'installation de l'armée de régime et 2 à cause de l'installation d'armées de l'opposition. Les pillages, donc 6e catégorie, c'est les pillages des sites archéologiques et des tels. Donc une dizaine de milliers de sites archéologiques des périodes variées sont menacés par des fouilles clandestines comme Palmyre, Mari, Ebla, Dora Oropos et beaucoup d'autres. Ces pillages sont effectués par des habitants locaux, des rebelles, des membres de l'armée gouvernementale, mais le plus dangereux sont les membres des mafias internationales. Alors là, par exemple, le cas de Dora Oropos est en ce moment, en fait, presque toute la zone qui se trouve entre les remparts a été fouillée clandestinement, malheureusement. Donc là, ces pillages donc Dora Oropos donc se trouve dans la zone qui est sous le contrôle de l'opposition sans que celle-ci n'intervienne pour renforcer la surveillance de ce site. En revanche, des agglomérations comme Palmyre, Bosra, Apamé sont prises en otage par l'armée syrienne qui ne prend aucune responsabilité ni n'éloigner pas même des armes lourdes des zones archéologiques. Elle ne renforce aucunement la protection de ces sites contre les pillages. Dernière menace, c'est l'acte de vandalisme et remploi de pierres antiques. Ces phénomènes sont attestés notamment dans la région de massif calcaire où se trouve l'ensemble des sites des villages antiques et villes mortes, inscrits sur la liste du patrimoine mondial menacé par les combats. On connaît un cas de vandalisme, donc c'est la destruction des tombes byzantines à Al-Bara. Dans d'autres cas, comme à Shanshara, à Basakba et Khirbat Rabia, des pierres provenant des monuments antiques ont été retaillées et revendues aux commerçants locaux qui les utilisent pour ornementer les façades de certaines maisons. Voici un panorama qu'on peut faire des dommages infligés au patrimoine syrien. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web. Et cet après-midi, donc, nous allons détailler les actions qui ont été prises et nous allons proposer d'autres actions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, cher Mousse. C'est un exposé extrêmement impressionnant et assez déprimant, à vrai dire, parce que l'effet avant-après est franchement implacable. Il nous reste une vingtaine de minutes et 2 intervenants. Donc, je pense qu'ils vont se débrouiller pour pouvoir nous délivrer ce qu'ils ont à dire. Jacques Montluçon est ingénieur et il a vécu très très longtemps en Syrie. Donc il va nous parler d'un autre patrimoine qui est beaucoup plus difficile à quantifier, qui est le patrimoine immatériel. C'est un mot assez savant pour désigner des savoir-faire, des techniques, des arts qui se transmettent de génération en génération. Et donc Jacques, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vais me permettre de préciser en quelques mots que je suis un ingénieur en retraite qui, normalement, habite la vieille ville de Damas et, malheureusement, aujourd'hui, est à Paris. Plus proche du micro. Pardon ? Ouais, plus près ça du va micro. Bon. Alors, on vient de vous parler du patrimoine archéologique et monumental de la Syrie. Si ce patrimoine est certainement le plus connu et le plus spectaculaire, il en existe pourtant un autre, immatériel, qui est lié aux Syriens eux-mêmes,
à leur créativité, à leur savoir-faire. Ces savoir-faire participent très étroitement de l'identité nationale et ils offrent des productions artistiques et artisanales d'une qualité reconnue. Des brocarts aux peintures à Jamy, des riches maisons de Damas, de l'art du métal à celui de la marqueterie, des décors de marbre aux techniques de construction et de décoration, le champ est vaste. Et je ne parlerai pas ici de la musique, de la poésie ou de l'art culinaire. Chaque production repose sur des pratiques traditionnelles qui sont la clé du problème. Et c'est ce patrimoine immatériel et technique qu'il faut identifier, qu'il faut valoriser, qu'il faut sauvegarder et qu'il faut faire vivre. En somme, il faut faire savoir ses savoir-faire et en assurer la pérennité, car ce patrimoine est très fragile et menacé. Alors comment est-il menacé ? Tout d'abord, cela tient, me semble-t-il, à sa nature même. C'est un patrimoine qu'on a souvent tendance à mésestimer, à ignorer, à mal identifier. On s'habitue à ce patrimoine, on le considère presque comme éternel, on aura toujours des brocarts à Damas, mais on en pleurera la disparition en attendant que, éventuellement, des générations futures le glorifient dans de savantes analyses qui seront à ce moment-là archéologiques. Car rares sont les études scientifiques et même les simples nomenclatures qui concernent ces éléments. Et ces éléments sont pourtant bien vivants. Jean Sauvager, le grand orientaliste, avait bien compris leur importance lorsqu'il s'intéressait aux broderies du Calamoun au point de tirer lui-même l'aiguille en compagnie de Michel et Cochard. Ensuite et surtout, ce patrimoine est lié aux individus eux-mêmes. Il est donc constamment, continuellement menacé par la disparition des acteurs. Et ceci, ce n'est pas nouveau, c'est vrai en période normale. Et je dois dire que, ça devait être en 2005, j'ai été très frappé de voir que le jour où le dernier tamponneur sur coton de Damas est décédé, l'art du tamponnage avait totalement disparu de la capitale. Aujourd'hui, les circonstances ne font qu'accroître les menaces de disparition, d'autant que demain, ce patrimoine immatériel risque fort d'être un peu oublié dans les efforts de reconstruction du pays. Donc il faut certainement envisager dès aujourd'hui des actions collectives de sauvegarde de ces savoir-faire qui, je le répète, sont essentiels à l'identité syrienne. Faute de quoi, les produits artistiques et artisanaux, qui sont les fleurons de la Syrie, risquent de disparaître ou de sombrer dans une monotonie standardisée, bien souvent importée de l'étranger. En somme, les enduits de ciment continueront, si tel est le cas, je veux dire, les enduits de ciment continueront de lézarder les constructions en terre et les brocarts de Damas seront importés du sud-est asiatique. Je vous remercie. C'était court mais percutant. Hein ? C'était court mais percutant. C'est très bien, merci beaucoup. Annie Sastre, vous êtes professeur émérite à l'Université d'Artois, c'est ça ? Spécialiste d'histoire ancienne et d'archéologie. Vous allez nous parler du Hauran, qui est une région qui n'est pas forcément la plus visitée, connue et célébrée de Syrie. Or, le plateau du Hauran, qui est partiellement druze, mais pas seulement, recèle des richesses assez méconnues et est une bonne illustration de la question de la protection du patrimoine syrien qui est omniprésent et multiforme. Voilà. Merci. C'est à vous. Oui, en effet, lorsque l'on évoque le patrimoine de la Syrie, la première image qui vient à l'esprit, ce sont les grands sites mondialement connus, Palmyre, les villes mortes, Apamée, dans une moindre mesure les sites de l'Euphrate, et peut-être pour le sud, nous connaissons Bosra, qui est parmi les sites les plus connus. Mais le patrimoine syrien ne se limite pas à ces grands sites, car il est d'une richesse beaucoup plus étendue,
que ce soit par le nombre de sites historiques, la diversité des domaines qui relèvent du patrimoine, architecture monumentale, habitat, paysage, objets divers, et l'étendue chronologique sur laquelle il s'étend plusieurs millénaires. Il n'est aucun village, même le plus modeste, qui ne recèle un centre d'intérêt qui mérite d'être préservé pour témoigner du riche et fondamental passé historique que représente le patrimoine syrien pour l'histoire de l'humanité. Parmi les régions dont l'intérêt patrimonial est exceptionnel et pourtant mal connu, figure le sud de la Syrie, la région qui, depuis le sud de la capitale Damas jusqu'à l'actuelle frontière jordanienne, est appelée communément le Oran, que vous avez sous les yeux. Pour en avoir parcouru depuis bientôt 40 ans les moindres recoins, visité la quasi-totalité des villages dont le nombre dépasse les 300, je peux témoigner et affirmer que nous sommes en présence d'une région d'une importance considérable, non seulement pour l'histoire de la Syrie et du Proche-Orient, mais aussi pour celle de l'humanité. Il se superpose dans cet espace d'une centaine de kilomètres carrés des siècles d'histoire qui ont laissé des vestiges à peu près partout, et des vestiges dont la conservation de certains était et est peut-être encore admirable, sans égal dans bien des pays. Ces vestiges matériels sur le terrain sont d'autant plus importants que bien souvent, rien d'autre qu'eux ne vient documenter, entre autres, la période de l'Antiquité, c'est-à-dire en gros celle qui s'étend depuis la présence de l'homme jusqu'à la conquête arabe. Je me bornerai ici à parler à partir de quelques exemples de ce que je connais le mieux, la période qui s'étend de la fin du 1er siècle au 7e siècle après, c'est-à-dire ce qu'ils ont convenu d'appeler la période romaine. Parmi ces vestiges, je voudrais citer en premier lieu le domaine dans lequel je travaille plus particulièrement. Je ne suis pas archéologue mais épigraphiste, c'est peut-être un mot un peu bizarre, mais l'épigraphiste s'intéresse essentiellement à ce qui est gravé sur les pierres. Et le Oran recèle quelques 4000 inscriptions en grec, plus rarement en latin, qui ont été retrouvées jusque dans le moindre petit village. De la simple stèle funéraire qui est parfois réutilisée sur une tombe de cimetière villageois, au linteau monumental encore en place sur son monument d'origine ou remployé enchâssé dans un mur moderne, cet ensemble constitue la plus formidable source de connaissances à notre disposition pour écrire l'histoire et la vie des gens du Oran entre le tournant de l'ère chrétienne et le 7e siècle après. Nulle autre région du monde romain, mis à part peut-être l'Asie mineure, n'a fourni plus de textes gravés dans la pierre, et sans la conservation de ces textes épigraphiques et leur relevé systématique depuis le début du XIXe siècle par les voyageurs puis divers savants, rien ne serait connu de l'histoire de la région, sachant qu'aucune littérature avant l'époque byzantine ne s'y intéresse et ne nous donne la moindre information sur les événements qui s'y déroulèrent et la vie des populations. C'est dire à quel point la conservation de ces pierres est d'une importance fondamentale pour la science. Or, malheureusement, elles ont été très souvent l'objet de destruction, car depuis le début du XIXe siècle, plus de la moitié de ce qui avait été vu par nos prédécesseurs a déjà disparu. Mais fondamentaux aussi sont les monuments, parfois quasi intacts, datés entre les 2e et 4e siècles de notre ère, dont je vous donne ici quelques exemples. Ce sont des temples, comme celui de Sanamein, sous vos yeux, ou ceux de Charba ou de Hayat, celui de Mouchenef, avec les localisations, entre parenthèses, selon la zone de cette région, puisque cette région se partage entre la plaine à l'ouest, le Djebel à l'est et le plateau du Ledja, un plateau basaltique au nord. Ce sont aussi des théâtres. Le plus connu, bien sûr, c'est celui de Bosra, mais il y a aussi des théâtres moins connus à Charba ou le petit Odéon de Kanawat. Ce sont également des établissements thermaux, celui du haut à Sleim ou celui du bas, les vestiges encore impressionnants de ceux de Charba. Ce sont également des vestiges de monuments funéraires, des tombeaux dont vous avez quelques exemples ici sous les yeux, mais aussi des églises, les deux églises d'Ezra, les deux principales églises d'Ezra en haut et au-dessous les vestiges de la basilique de Kanawat. Et ce sont aussi beaucoup de maisons antiques que l'on retrouve dans les moindres villages. Ici, quelques exemples avec celle de Bousr al-Hariri, qui depuis a été malheureusement touchée par un obus et détruite, et une autre maison dans la plaine à Mouadjé. Également
des maisons de Nawa, de Tafas. Tout à l'heure, cher Moussaline nous a évoqué ce site de Nawa qui a été bombardé et touché par des obus. Certaines de ces maisons conservent encore de très hautes tours de défense. C'est le cas de la photographie que vous voyez à gauche, ou des portiques qui se plaçaient en façade des maisons. Tous ces monuments illustrent concrètement le développement qui fut celui de la Syrie au cours de cette période et son intégration dans la culture du monde gréco-romain. Nous pourrions allonger indéfiniment cette liste, car à côté de monuments spectaculaires que je viens de vous montrer, la région recèle infiniment de petits vestiges remployés dans les murs des maisons des particuliers. Ce peuvent être des statues, des blocs sculptés, des éléments d'architecture, et qui tous apportent leur témoignage sur ce riche passé antique de la Syrie, qui était encore, il y a peu, un des rares conservatoires de cette période. Or, tout ce patrimoine est en péril. Depuis 2011, de multiples témoignages viennent alimenter régulièrement la liste des destructions qui ont été opérées, dont certaines sont irrémédiables. Mais pour être honnête, il faut aussi reconnaître que ce patrimoine avait subi déjà beaucoup de dégradations avant, que la guerre a amplifié. Depuis la venue des premiers voyageurs dans la région au XIXe siècle, beaucoup de choses ont totalement disparu, livrées à la destruction volontaire. C'est le cas de ce temple qui se situait à Mismillé et qui a été photographié encore au milieu du XIXe siècle et qui a aujourd'hui totalement disparu, dont il ne reste qu'un tas de pierres. C'est aussi le cas de ce monument que l'on appelle un nymphée, qui est une fontaine monumentale qui a été croquée par un voyageur anglais au début du XIXe siècle, en 1816, et dont nous n'avons retrouvé que très récemment cet élément de conque gisant dans des ordures, ou bien victime des outrages du temps, faute d'entretien. Malheureusement, ce phénomène s'est largement accéléré depuis les années 70, au point que certains sites sont devenus méconnaissables et que, quand il en reste, leurs vestiges patrimoniaux sont au mieux en danger, au pire en voie de disparition. Les raisons en sont diverses, je vais en énumérer quelques-unes. En premier lieu, très peu de moyens sont alloués à la préservation de ce patrimoine, surtout celui des petits villages. Dans le sud, mis à part Bosra, qui est inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, mais ce qui n'en garantit malheureusement pas l'intégrité, beaucoup de vestiges de villages modestes sont laissés à l'abandon, faute de moyens financiers pour les entretenir. Pendant longtemps, les habitants de cette région avaient plus que d'autres l'habitude de réutiliser, de réoccuper les maisons antiques. Vous en avez un exemple ici. Cela avait l'avantage de préserver les murs et de conserver à ces villages basaltiques du Haut-Rhin leur âme historique et leur homogénéité qui, de tout temps, ont fait l'admiration des voyageurs et des touristes. Mais depuis une quarantaine d'années, la pression démographique, le manque de moyens pour améliorer les habitats ont souvent conduit à leur abandon et tout s'écroule lentement. Et bien souvent, les monuments anciens servent de décharge. En haut, le village de Gisri et en bas, ce qui reste des thermes de Sanamei. Un autre exemple de deux magnifiques chapiteaux d'église à Soïda qui gisent ainsi dans les décombres et à côté, un portique qui longeait une rue et dont on ne fait rien et qui attend probablement la dispersion. Par ailleurs, très peu d'initiatives privées sont venues suppléer la défaillance des pouvoirs publics. Ni les individus enrichis, ni le mécénat ne sont venus apporter de remède à cet état de fait. Seules deux sociétés étrangères, Elf et Total, ont partiellement financé des missions archéologiques et des affichages dans les musées. Si par hasard on décide de préserver, il n'y a généralement pas vraiment de réflexion et de directives d'ensemble pour mettre en place une politique de protection. Que doit-on laisser détruire? Que doit-on conserver? Pourquoi? Quel usage? Et la façon de mettre en œuvre. Selon le bon vouloir ou la plus ou moins grande conscience des responsables locaux, les programmes de restauration et de préservation sont extrêmement variables et les programmes de modernisation des villages n'ont malheureusement souvent jamais tenu compte de l'importance et de l'intérêt des vestiges. On a laissé détruire des temples du IIe siècle pour passer une route. On a éventré le centre historique de Soïda pour faire passer la route nationale. Et ce monument magnifique a échappé in extremis, là aussi, au passage d'une route. On constate bien souvent que la restauration se fait par du béton qui défigure les villages. Et il n'y a aucune surveillance qui soit effectuée par les autorités théoriquement en charge du patrimoine.
Il n'existe notamment aucun registre d'inventaire de ce qui existe dans les villages, et ne parlons pas des musées où, pour parler sans doute du pire, et Michel n'en conviendra avec moi, celui de Déra, où le musée est entièrement vide, alors qu'il y a de multiples choses tout alentour qui pourraient y entrer et y être conservées. Là aussi, aucun registre d'inventaire pour savoir d'où viennent les pierres. Voilà encore un exemple de défiguration de monuments antiques avec une magnifique maison qui date du 5e siècle en haut à gauche et qui a été maladroitement évidemment restaurée par les occupants actuels et qui en défigure complètement les éléments. En bas, même chose. Et puis, lorsque l'on procède à des restaurations, eh bien, elles sont souvent un peu maladroites, même si on peut leur trouver un certain charme à travers les deux façades de ces temples du Sud. Ceci est la conséquence, d'une part, je pense, de l'absence de formation historique des personnels concernés dont nous venons de parler. Et d'autre part, ils sont malheureusement trop souvent prisonniers d'impératifs qui les dépassent, qu'ils soient politiques ou diplomatiques, face à des puissances locales, la police, l'armée, le parti, les clans, qui n'hésitent pas à les intimider et pour bloquer toute initiative quand ils ne sont pas les premiers à procéder à la destruction, au pillage et à la destruction de ce qui les gêne. Enfin, à quelques exceptions près, je citerai la société savante qui existe à Soïda, les populations elles-mêmes ne sont pas toujours conscientes de l'importance de ce qu'elles ont sous les yeux, à la fois à cause de l'absence de connaissance du passé de leur pays, de leur pauvreté matérielle et de la surveillance dont elles font aussi l'objet. Beaucoup de personnes ne voient en effet dans ce patrimoine qu'une manière d'améliorer leur quotidien par les fouilles clandestines, la vente d'objets jugés marchandables, et ceci ne date pas de la guerre. Malheureusement, tant qu'aucune volonté de remédier à ces carences ne sera manifeste, les choses ne pourront pas changer. En d'autres termes, en particulier, un véritable enseignement de l'histoire ne sera pas mis en place, que cet enseignement ne sera pas débarrassé des préoccupations nationalistes qui conduisent à occulter et à dévaloriser les périodes considérées comme dégradantes pour la fierté nationale, et les périodes grecques et romaines en font largement partie, puisque, étant coloniales, elles sont forcément sans intérêt. On ne pourra pas sensibiliser à la nécessité de préserver ce patrimoine. Comment ne pas être triste lorsque l'on entend dire que si ce n'est pas islamique, ce n'est pas notre histoire, et qu'on peut donc le détruire, même si les anciennes mosquées, je vous rassure, je tiens la balance, ne sont pas mieux traitées. Il serait cependant que l'on cesse de faire croire aux enfants, ou qu'ils croient faussement, qu'ils sont tous les descendants de ces conquérants islamiques du 8e siècle et qu'ils descendent, et leur faire accepter qu'ils sont les héritiers aussi des populations qui ont vécu à l'époque grecque et à l'époque romaine. Mais en même temps, comment ne pas entrevoir une lueur d'espoir quand un habitant d'un petit village qui possédait dans sa clôture une stèle funéraire grecque du IIIe siècle s'exclama après avoir entendu la traduction « C'est drôle, sur cette stèle, le personnage porte le même nom qu'un de mes grands-pères ». Et donc, pour conclure, je terminerai par des mots peut-être un peu sévères, mais je pense que la pauvreté, la cupidité, la corruption, l'ignorance sont parmi les plus sûrs ennemis de la préservation du patrimoine. Ces fléaux ne sont malheureusement pas spécifiques à la Syrie, mais dans un pays où la trace du passé est si importante, ils sont une porte ouverte à la disparition d'une partie de l'histoire de l'humanité. Cette histoire, les pays n'en sont pas les propriétaires et ne peuvent pas en faire n'importe quoi, mais ils en sont les dépositaires et à ce titre, ils ont le devoir de la préserver. Et je termine en vous montrant cette photo d'un des villages que je trouve les plus beaux du sud de la Syrie, le village de Shahara, qui est miraculeusement encore préservé et dont j'espère que cela continuera encore pour un certain temps. Voilà, je vous remercie.